Je ne crois pas naïvement à une neutralité du psychanalyste qui serait quelque chose d'absolu. Un tel absolu ne saurait évidemment exister, ni à partir de la personne même du psychanalyste, ni à partir de l'environnement de son cabinet, ni même à travers les silences qui parfois occupent l'espace en question. En revanche, qu'une neutralité relative, voire optimale, soit recherchée, ça me semble un objectif impératif. Et pour souligner combien cet objectif est difficilement atteint et combien finalement il suffit de très peu pour que se manifeste une dose plus ou moins grande d'influence, je vais emprunter à l'histoire du XIXe siècle un exemple suffisamment significatif tant il trouve d'écho aujourd'hui. Nous sommes dans les années 1890. Dans un salon bourgeois de la capitale, 5 ou 6 invités sont rassemblés autour d'une table ronde. La pièce est plongée dans la pénombre, on n'aperçoit que les visages des présents et aussi la blancheur de leurs mains posées bien à plat sur la table ronde. Selon le rituel expliqué par la médium, les pouces des deux mains doivent se toucher et les petits doigts doivent entrer en contact avec ceux des voisins de gauche et de droite pour former une chaîne d'énergie. Maintenant, la médium est silencieuse, elle est concentrée, peut-être est-elle en transe. Chacun sait qu'elle tente d'entrer en relation avec les morts. Peut-être l'un d'eux va-t-il se manifester ce soir, peut-être viendra-t-il parler à l'un des invités. Soudain, dans le silence de la pièce obscure, la table semble s'animer d'un mouvement un peu pâteau, et l'un de ses pieds frappe sur le sol. Alors la médium prononce ces mots. Qui est là ? Eh bien, voyez-vous, cette simple question de 3 mots porte en elle une dose d'influence suffisamment massive pour confirmer ce dont les présents sont évidemment déjà induits, à savoir, grand 1, qu'il existe un autre état que la vie après la mort, grand 2, que l'on peut communiquer avec les morts, grand 3, que la médium possède cette faculté de communiquer avec eux. Et grand 4, qu'un mort, on ne sait pas encore lequel, mais on ne saurait tarder à le savoir, qu'un mort vient de se manifester et va s'adresser à l'un des invités. Alors vous voyez, 4 certitudes affirmées par la présence du petit mot « qui ». Parce que bien évidemment, en posant la question « qui est là ?», la maîtresse de cérémonie présuppose que quelqu'un est là, une entité, un mort, peu importe. Mais il y a bien quelqu'un qui vient de se manifester en utilisant le pied de la table pour occasionner du bruit. Un mot suffit donc à exprimer une affirmation, à imposer une évidence, à imprégner d'une certitude celui ou celle qui l'entend. Un mot suffit à présupposer quelque chose, c'est-à-dire à communiquer un élément sans verbaliser cet élément d'une façon explicite. C'est dire l'impact d'un mot, d'un seul, sur la coloration, sur l'orientation, l'imprégnation de la pensée d'un patient. La parole est comme une flèche qui montre une direction, ou plutôt qui impose une direction, à l'exclusion de tout autre. Nous sommes très exactement à la frontière, qui devrait être infranchissable, en tout cas en psychanalyse, au minimum. La frontière entre une attitude qui tend vers la neutralité, qui s'efforce à la neutralité, et une pure suggestion d'autre part.
Et que cette suggestion soit volontaire ou involontaire, elle réduit à mon sens de toute façon à néant la validité, l'acceptabilité, la recevabilité d'une formule qui a servi de titre à un bouquin des années 90, Influencer avec intégrité.